Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Service Mesh avec Christophe Tafani de Repair. Bonjour Christophe. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Christophe, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Christophe Tafani de Repair. Je travaille en tant qu'ingénieur en sécurité cloud, ou plutôt en sécurité infonuagique, chez Nexfin, qui est une entreprise basée à Lausanne, en Suisse. Et actuellement, je me concentre principalement sur des sujets liés au cloud. Il y a des technologies transverses comme Kubernetes. Et il y a quelques années de ça, pour mon travail de fin de master, j'ai travaillé sur notamment les services mesh dont on va parler aujourd'hui. Alors, les services mesh, c'est censé résoudre quel problème ? Oui, alors donc on se met d'abord dans le contexte d'une architecture en microservices, souvent qui tourne sur Kubernetes. Donc ça veut dire qu'on a un certain nombre de petits services qui sont indépendants les uns des autres et qui vont communiquer. Donc ce qu'on voit dans ce genre de cas, c'est que la plupart du temps, on a le code applicatif qui commence à reprendre souvent la même chose sur trois grands domaines en termes de connectivité, d'observabilité et de sécurité. Donc on va voir que chacun des microservices va souvent en fait réimplémenter des choses liées à ça, notamment donc faire en sorte que la communication soit fiable entre ces services. Donc par exemple, imposer un temps maximal sur les requêtes HTTP, réessayer quand il y a des connexions entre différents microservices qui échouent. Et puis d'autres choses un petit peu plus avancées comme du court-circuitage pour éviter de rajouter de la charge quand il y a des services qui sont déjà pas en bonne santé, et ce genre de choses. On a aussi donc la partie observabilité où on va vouloir avoir de la visibilité sur le nombre de requêtes par seconde qui arrivent dans nos microservices par exemple, les codes d'erreur HTTP que nos applications renvoient, et on veut centraliser ça à un seul endroit. On veut aussi souvent ce qu'on appelle du traçage distribué, ce qui consiste à pouvoir prendre une requête HTTP par exemple qui vient d'un utilisateur final et de pouvoir voir tout le chemin qu'elle a prise dans nos différents microservices. Et bien sûr la partie sécurité. Donc souvent ce qu'on veut faire, c'est chiffrer le trafic entre nos microservices, avoir de l'authentification et de l'autorisation des services eux-mêmes quand ils se parlent entre eux, mais aussi des utilisateurs finaux. Et on veut pouvoir contrôler le trafic sortant vers Internet par exemple. Alors tu parles beaucoup de microservices, mais est-ce que tu peux donner un exemple d'utilisation ? Comment est-ce que c'est utilisé ? À quoi ça sert ? Oui, donc en fait, les microservices, c'est un concept qui est devenu assez populaire depuis quelques années, surtout dans des grandes entreprises de technologie. Et le but principal, c'est en fait d'avoir des équipes indépendantes qui peuvent travailler sur des parties indépendantes d'une application, qui puissent la déployer de manière indépendante, sans se marcher sur les pieds. Et donc souvent, un microservice est censé avoir la responsabilité d'un domaine très spécifique. Et voilà, donc c'est justement dans ce contexte-là que si on commence à avoir beaucoup de code en fait qui est lié à des choses qui sont pas liées à de la logique métier, eh ben on se rend compte qu'il y a un certain niveau de difficulté pour tous les microservices qu'on veut créer, et que finalement on a chacun qui fait un petit peu comme il veut. Et donc c'est un petit peu dans ce contexte-là que les services mesh arrivent. Alors le premier niveau, entre guillemets, qu'on pourrait imaginer, c'est de sortir toute cette logique de connectivité, d'observabilité et de sécurité dans une librairie applicative. Et c'est ce que différents projets ont fait, notamment Netflix a sorti un certain nombre de librairies open source pour ça, en Java. Et c'est notamment le problème, c'est que les librairies, c'est bien, mais c'est souvent pour un langage. Et on est toujours au niveau applicatif. Donc si on a 500 microservices qui tournent l'un à côté de l'autre, on doit quand même ajouter la librairie dans nos applications, faire en sorte qu'elle soit tenue à jour, etc. etc. Et donc le concept d'une service mesh, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, plutôt que de prendre toute cette logique compliquée et de la mettre dans une librairie, on va mettre un petit proxy devant chacun de nos microservices et on va implémenter cette logique dedans. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir à côté de chacun des microservices, très proche, par exemple sur la même interface réseau, on a un proxy qui va intercepter tout le trafic entrant et sortant de ce microservice. Et ce proxy, souvent, on va l'appeler un sidecar. Et l'ensemble de ces proxys
va former justement notre maillage de services et va être configurable centralement, la plupart du temps soit à l'aide d'une API, soit à l'aide de ressources Kubernetes personnalisées, de Custom Resource Definitions. Et donc, l'un des grands intérêts, c'est que toute cette logique et tout ce qu'on va pouvoir configurer centralement est totalement transparent pour la partie applicative. Et c'est un petit peu ça vraiment le concept derrière. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que HTTP est devenu la lingua franca de la programmation, en fait. Il y en a qui font du Java, il y en a qui font du Go, il y en a qui font du Rust. Mais par contre, au niveau réseau, on va dire presque tout le monde fait du HTTP 2. Bon, après, on peut discuter sur ce qui est transporté à l'intérieur. Et voilà. Et en fait, la couche HTTP, c'est l'endroit le plus simple et le plus universel pour intervenir. Et est-ce que tu peux donner un exemple concret d'utilisation, par exemple sur un site e-commerce? Comment est-ce qu'on pourrait matérialiser les microservices, ce genre de choses? Mais en fait, ce que tu vois pas, c'est que le microservice, c'est une architecture qui est complètement en back-end. C'est-à-dire que toi, si tu vas sur ton site de e-commerce, tu as une page web qui arrive. Après, la question, c'est comment tu fais pour assurer la scalability. Alors, Hervé traduira probablement par la passage à capacité l'échelle. à monter en charge. La montée en charge, le passage à l'échelle. Et en fait, les architectures microservices permettent ça parce que tu n'as plus un point de panne unique qui va être une entrée sur une base de données ou un répartiteur de charge ou une terminaison de serveur web. Mais en fait, tu vas avoir plein de petits composants que tu peux instancier en 1, 10 ou 100 fois en fonction de ta charge instantanée et qui vont créer une tâche, qui vont réaliser une tâche unitaire. Et ça a plein d'avantages. Par exemple, si tu veux faire du A/B testing ou des trucs comme ça, tu peux très bien, par exemple, migrer une partie de tes microservices vers une nouvelle version. Et si tu vois que ton service commence à déconner, du coup, tu fais un rollback et tu gardes les microservices qui sont dans l'ancienne version. Enfin, en gros, c'est un truc qui est complètement en back-end, en infrastructure, qui est totalement invisible de l'utilisateur. Et c'est juste une manière moderne de concevoir les applications qui sont plus monolithiques et qui n'ont plus des points de panne uniques. Alors, A/B testing, c'est le fait d'avoir deux versions d'une application, A et B, pour voir laquelle des deux permet d'obtenir le clic j'achète de la manière la plus efficace. Alors, pas du tout. Le A/B testing, ça peut être par exemple passer une nouvelle version en prod, voir comment elle se comporte, et d'un seul coup, tu as un composant qui va te servir 1% du trafic, et tu vas te rendre compte que l'utilisation mémoire explose, par exemple, parce que tu as un bug dans ton programme. Sauf que comme tu n'es pas passé de 0 à 100% instantanément, tu peux voir que ton application se comporte mal, tu vas perdre 5-6 clients qui vont juste faire un refresh dans leur navigateur, et ton système, tu vas voir qu'il a un bug avant de l'avoir déployé sur 100% de ta flotte. Donc le A/B testing... C'est une autre forme d'A/B testing, il y en a plusieurs. C'est du stage rollout, je ne sais pas comment tu peux traduire ça en français, mais du déploiement progressif de services. Mais Christophe, comment tu fais pour superviser tout ça? C'est-à-dire que là, tu as lancé tes microservices, tu en as un qui se met en mode panique, il freeze, etc. Tu fais comment pour le détecter? C'est-à-dire que tu le vois comment concrètement? L'administrateur d'infrastructure, il voit ça comment? Alors là, on sort un petit peu de la problématique des services mesh en soi, mais effectivement, les services mesh ont quand même des concepts qui sont vraiment très applicables pour tout ce type de déploiement AB, qu'ils appellent aussi des déploiements bleu et vert, où en fait on peut abstraire un petit peu certains services et que à la place que tous les consommateurs d'un service donné aillent taper directement dans une version de l'application, comme disait Nicolas, faire cette répartition un petit peu entre différentes versions d'une application. Ça, c'est des choses que les services mesh peuvent permettre de manière plus facile, mais la problématique va plutôt se poser au niveau de la plateforme, par exemple au niveau de Kubernetes et ce genre de choses. Il y a aussi quelque chose d'intéressant que je mentionnais avant, c'est la partie justement observabilité. Donc là, on va plus être au niveau applicatif, par exemple quand on veut voir si notre application commence à retourner des erreurs 500. Le fait d'avoir un service mesh, ça va nous permettre justement de pouvoir comparer ces mesures par version de l'application. Donc par exemple, déployer une nouvelle version, envoyer 1% du trafic et se rendre compte que sur ce trafic-là, on a un grand nombre d'erreurs 500. Et ça peut être du coup très intéressant pour se rendre compte qu'il y a un problème dans notre nouvelle version. Donc je dirais que c'est des choses qui sont une problématique dans tous les cas quand on a une architecture en microservices, que les services mesh vont donner des blocs qu'on peut utiliser pour ça. Et voilà.
Et le problème du monitoring, il est purement technique. Enfin, bon, moi j'ai utilisé un peu Prometheus, qui est un logiciel qui marche très bien, mais tu as plein de solutions techniques qui permettent de vérifier si tes services tournent et s'ils ont des problèmes, de charge ou s'ils répondent pas correctement. Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, les services mesh, ça sert à faire en sorte qu'une application puisse être bâtie d'une façon très modulaire, puisse communiquer d'une fonctionnalité à l'autre, en faisant en sorte, par exemple, que les fonctionnalités soient développées dans des langages complètement différents, en gérant la charge, etc. C'est bien ça ? Voilà, c'est vraiment, on prend ces problématiques d'observabilité, de sécurité et de connectivité, et on les sort de la partie applicative pour les mettre dans un petit proxy qui est proche du microservice sur le réseau, par exemple sur l'interface locale, et qu'on peut configurer de manière centrale. En fait, il faut voir que les architectures 3 tiers sont passées de mode. Avant, on va dire, tu avais un frontal web et après, tu avais une base de données derrière et ensuite, tu avais des points de connexion. Alors, sur ton premier firewall, tu laisses passer que le TCP 443 HTTPS et sur le deuxième, tu laisses passer que le 3306 parce que tu as une base MySQL derrière. Aujourd'hui, si tu déploies un Kubernetes ou un système équivalent du Docker Swarm ou autre, tu as 20 instances de serveurs web qui tournent et tu as 30 instances de bases de données qui tournent derrière et le tout avec des adresses IP dynamiques. Et c'est des systèmes qui peuvent disparaître instantanément dès qu'ils ont fini de travailler. Donc du coup, il n'y a plus de notion de firewall, tu fais plus de diagramme visio avec des adresses IP qui indiquent que tel endroit va être connecté à tel autre. Ça n'existe plus, tout est dynamique et c'est même pas un humain qui va lancer ces processus. Du coup, le service mesh transporte le problème du filtrage réseau entre les différentes couches à la machine finale sur laquelle va s'exécuter chacun des nœuds. Et donc en fait, tes règles de filtrage réseau, de terminaison TLS, tes règles de sécurité vont s'appliquer directement sur la machine où tourne le pod Kubernetes, par exemple, plutôt que d'avoir un schéma d'infrastructure réseau avec des ports ouverts, des adresses IP et ce genre de choses. Donc tu rentres dans une logique de chaque machine qui héberge du Kubernetes est un bastion. Et en tout cas, au moment où elle démarre, au moment où ton instance Docker démarre, elle embarque sa propre politique de sécurité, de filtrage, elle sait avec qui elle peut parler et elle sait quelle clé utiliser pour parler avec qui. Et elle peut appliquer des limitations de contrôle des lignes de service, de la QPS, et des trucs comme ça. C'est un grand scoop quand même pour nos limites sécu. Nous venons de faire mourir les firewalls en défense périmétrique. Bah écoute, c'est zéro trust, hein. Donc on rejoint ce que disait Nicolas depuis le départ. La sécurité informatique est un échec programmé. Mais non, pas du tout. C'est un renouvellement constant et régulier. Et c'est pas parce que on a déplacé la couche, l'endroit dans lequel on met en œuvre le filtrage qu'il n'y a pas de filtrage. Tout à fait. C'est juste qu'il est en entrée de toutes ces instances dynamiques qui font tourner ces microservices. Et Christophe, est-ce que tu as des retours d'expérience sur des attaques ou des surfaces d'attaque qui ont été utilisées ? Comment on fait des attaquants pour essayer d'avoir des élévations de privilèges, compromettre des machines ? Alors non, je ne connais pas spécifiquement des attaques qui ont été menées là-dessus. Par contre, ce qu'il faut effectivement se rappeler, c'est que donc, si on se place dans le contexte de Kubernetes, on va avoir notre pod. Et dans notre pod, on va avoir un conteneur qui correspond au microservice et un qui correspond au sidecar. Et donc, il faut se rappeler que ces deux composants-là, ces deux conteneurs sont dans le même périmètre de confiance. Et donc, il faut considérer que si on compromet le conteneur du microservice, on peut aussi compromettre ou en tout cas agir sur le conteneur du sidecar. Et donc ça fait qu'on peut assez facilement arriver à des configurations où en fait, à la place de filtrer au plus proche de la destination, on filtre au niveau de la source en oubliant que justement ce sidecar et ce microservice sont en fait très proches l'un de l'autre. Donc ça c'est l'un des cas un petit peu dangereux qu'on voit dans les documentations de certains projets où il y a des exemples et il est dit juste à côté attention, c'est un exemple, si vous voulez le faire de manière sécurisée, il faut aller plus loin dans telle page. On a vu en fait que les services mesh pouvaient aider à résoudre les problématiques de filtrage. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques de sécurité sur lesquelles ça peut avoir de la valeur ajoutée ? Oui, alors donc on parlait de filtrage du trafic est-ouest, donc entre les différents microservices. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très bien. On a aussi le contrôle du trafic des microservices vers Internet pour le trafic sud-nord qu'on peut aussi gérer. Et après, on a toute la partie chiffrement du trafic entre les microservices. C'est quelque chose que
qu'on peut avoir tendance à oublier parce qu'on se dit c'est dans Kubernetes, c'est un réseau interne, mais par exemple si on a un Kubernetes qui est déployé sur un cloud, on va souvent avoir des nœuds qui sont dans différents data centers et donc on veut avoir souvent du chiffrement justement entre ces microservices. Donc souvent les services mesh vont nous donner une primitive de TLS mutuel, c'est-à-dire où le microservice va parler à son sidecar normalement en HTTP sans chiffrement, et entre la sidecar de source et la sidecar de destination du microservice qui va être appelé, on va avoir du TLS mutuel. Et le sidecar de la destination va terminer cette connexion et parler à la destination en HTTP. Donc ça veut dire qu'on a du TLS mutuel de manière totalement transparente pour l'applicatif, qui nous fournit la primitive de chiffrement et d'authentification des deux côtés. Donc c'est quelque chose de très intéressant et d'assez essentiel dès qu'on veut faire du Zero Trust, pour utiliser un buzzword. Et donc en réutilisant cette identité qu'on peut avoir avec le TLS mutuel, on peut justement faire aussi de l'autorisation entre les microservices, c'est-à-dire mettre en place une politique où on va dire par défaut aucun microservice ne peut se parler, et on va au fur et à mesure rajouter des règles qui disent par exemple mon microservice qui gère la facturation peut parler à mon microservice qui gère les prix. Et donc ça, c'est assez complémentaire avec les network policies de Kubernetes, parce que quand on fait ça dans une service mesh, on va être au niveau applicatif, donc à la couche 7, et donc on va avoir pas des connexions TCP qui vont être coupées, mais on va avoir des erreurs 403, par exemple. Et une des dernières choses qui est très intéressante et qui a été rajoutée relativement récemment, en tout cas c'était pas quelque chose qui était partie intégrante au début, c'est l'authentification et l'autorisation des utilisateurs finaux. Donc on a certains projets dont Istio, dont on va parler sûrement plus en détail après, qui permettent de faire de l'authentification et de l'autorisation des utilisateurs finaux, notamment en utilisant des JSON Web Tokens et ce genre de choses. Donc pour résumer, on a vraiment toutes ces problématiques de chiffrement du trafic, d'authentification et d'autorisation des services entre eux et des utilisateurs finaux, et tout ce qui est contrôle du trafic entre les microservices et aussi ce qui sort vers l'extérieur, qu'on peut contrôler de manière centrale sans devoir changer le code applicatif. Et est-ce qu'il existe des fonctionnalités de type WAF dans les sidecars ? Alors que je sache, ça n'existe pas, mais ça pourrait être quelque chose qui est intéressant à implémenter. En tout cas, sur le concept, il n'y a absolument rien qui empêcherait de rajouter une couche de filtrage justement pour les sidecars quand ils acceptent des connexions pour faire cette logique de WAF. Bravo Johan. Le retour du WAF. Et de toute façon, dès qu'il y a un relais, c'est fait pour avoir des fonctions de sécurité. Alors c'est peut-être le moment de mentionner la liste justement des projets commerciaux ou open source qui peuvent servir à faire du service mesh. Oui, alors on a quelques noms qui sont bien connus, d'autres qui sont un peu moins connus et qui sont peut-être plus spécifiques à des fournisseurs particuliers, et d'autres produits commerciaux qui se basent sur certains produits open source. Donc la technologie la plus connue de service mesh a priori c'est Istio. Donc c'est notamment développé, en tout cas supporté par Google et IBM. Donc ça n'est pas un projet de la Cloud Native Computing Foundation, c'est dans une organisation à part qui s'appelle la Open Usage Foundation, qui a été créée par Google notamment pour mettre Angular et Istio dedans. Et donc Istio utilise un autre projet qui s'appelle Envoy pour implémenter les sidecars. Et donc en fait c'est assez peu intuitif quand on le dit, mais Istio en fait va utiliser Envoy en tant que sidecar et va implémenter toute la partie back-end, toute la partie plan de contrôle qui va permettre de configurer ces sidecars de manière centrale. Donc Istio est très utilisée, globalement c'est la service mesh la plus populaire, elle est considérée comme assez complexe et assez extensible, et le concurrent principal c'est Linkerd, qui est lui un projet de la Cloud Native Computing Foundation. Et après on a d'autres noms qui sont peut-être un petit peu moins connus comme AWS AppMesh, qui va marcher seulement dans AWS, et puis Kuma, qui est un projet de la CNCF au stade bac à sable, donc c'est encore très jeune.
Et on a aussi Consul Connect, qui est un projet qui nécessite Consul pour pouvoir tourner. Et voilà, on arrive plus ou moins au bout de la liste. Et donc on a différents produits commerciaux qui vont par exemple prendre Istio et le proposer en mode manager. Je connais pas toute la liste, mais je connais par exemple Solo.io qui fait ça. Et ce que tu peux dire, c'est que donc Envoy a un système d'extensibilité par plugin où tu peux fournir des plugins compilés en WebAssembly et du coup à partir de là, tu peux implémenter à peu près n'importe quelle fonction. Enfin du WAF ou du filtrage plus bas niveau, enfin tout est possible, quoi. Voilà, donc typiquement si on prend une installation d'Istio, ça ressemble vraiment à, on a dans nos pods, on a nos microservices qui tournent à côté d'un container qui fait tourner Envoy, et Envoy va aller taper dans les API que Istio implémente pour configurer tous ces différents filtres dont on a parlé avant, qui permettent de faire du TLS mutuel, de l'authentification, du contrôle de trafic. Alors, on a beaucoup parlé de Kubernetes, mais finalement, est-ce que ça fait du sens d'utiliser un service mesh si on n'utilise pas Kubernetes ? Oui, alors il y a différentes visions pour les projets. Il y a des projets comme Linkerd qui se sont dit on va se concentrer sur Kubernetes et pas faire quelque chose qui marche de partout mais qui marche mal. Donc par exemple, Linkerd ne supporte pas vraiment d'avoir justement un maillage de services qui sort de Kubernetes. Istio officiellement supporte cela. Il y a de la documentation, mais c'est quand même pas facile à faire. Donc globalement, c'est un oui mais. Par contre, Istio va supporter d'autres choses, comme par exemple le fait d'avoir plusieurs clusters dans le même maillage de services. Et donc c'est quelque chose qui est quand même assez lié. Et on a aussi Consul Connect qui permet de faire justement un maillage de services, dont avec des services qui sont par exemple sur une machine virtuelle à l'extérieur d'un cluster Kubernetes. Mais du coup, s'il n'y a pas Kubernetes, s'il n'y a pas que Kubernetes, est-ce que ça fait du sens finalement de réfléchir à une implémentation de référence, un standard ou quelque chose ? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de projets concurrents, c'est assez foisonnant, mais au bout d'un moment, il va sans doute y avoir une consolidation qui va s'opérer. Alors pour ça, il y a un projet qui est aussi au stade bac à sable de la CNCF qui s'appelle Service Mesh Interface et qui est justement un projet qui vise à fournir une interface commune et à fournir une base de fonctionnalités qui peut ensuite être implémentée par les différents projets. Et donc la manière dont ça marche, c'est qu'il y a des modèles de ressources. Par exemple, quand on veut définir un filtrage réseau entre différents microservices, qui respecte une certaine interface en YAML qui est définie par cette Service Mesh Interface, et les différents projets, par exemple Istio, Linkerd, peuvent reconnaître ce format et après le transformer en un format qu'ils comprennent eux. Donc le but, c'est vraiment le but de ce projet, c'est de pouvoir dire je n'écris pas mes politiques pour Linkerd, pour Istio, mais je les écris dans un format commun qu'ensuite je peux lancer et avoir implémenté sur Istio, sur Linkerd ou sur n'importe quel projet qui supporte cette interface. Quel est l'organisme qui a standardisé le format ? Alors c'est un projet de la Cloud Native Computing Foundation qui en est encore au stade bac à sable. Donc c'est un projet assez jeune, mais il y a déjà plusieurs projets connus qui le supportent, notamment Istio, Linkerd. Et il y a même une implémentation qui est partie de cette interface qui s'appelle Open Service Mesh, qui est aussi un projet de la CNCF et qui est vraiment quelque chose d'assez minimaliste et d'assez facile à étendre, et qui implémente cette interface. Je crois que les auditeurs sont convaincus à ce stade qu'il faut passer sur des architectures modernes. Mais néanmoins, c'est pas toujours facile de passer d'une application 3 tiers ou même d'un microservice existant vers une infrastructure complètement gérée par un service mesh avec de l'infrastructure as code, etc. Il y a des techniques particulières où il vaut mieux tout scratcher et recommencer de zéro quand on veut passer sur ce genre de technologie. Alors, les services mesh vont aider si on transitionne vers une architecture en microservice ou même si on a une architecture en microservice qu'on veut consolider. Par contre, ça ne va pas magiquement prendre une grosse application Java d'il y a 20 ans sur laquelle 50 équipes travaillent et la scinder en microservices.
Donc là, pour faire ça, il y a différentes techniques qui existent, mais c'est souvent des problèmes qui sont autant organisationnels que techniques. Et donc souvent, ce que les gens recommandent de faire pour ce genre de réarchitecture, c'est de commencer à séparer la grosse application en différents petits modules qui font du sens de regrouper ensemble, et à communiquer entre ces modules d'abord par des appels de fonctions, de telle manière à ce qu'on puisse facilement après les extraire vers des appels à travers le réseau avec du HTTP à la place d'appels de fonctions locaux. Mais globalement, une service mesh va aider pour tout ce qui est implémentation de microservices et notamment des patterns courants dont on a besoin, mais ça va être avant tout un projet évidemment organisationnel et technique qui doit être partie intégrante de la stratégie d'une organisation. Là, tu viens de décevoir nos auditeurs qui pensaient qu'ils allaient pouvoir acheter une appliance et être compatible service mesh Zero Trust. Tu veux dire qu'il va falloir écrire du code en plus ? Mais c'est pas plus compliqué que de prendre les legacy applications d'il y a 30 ans et de les passer en architecture moderne. C'est juste une étape supplémentaire. Donc c'est plus simple de partir avec ce type d'architecture moderne, évidemment, sur un nouveau projet. Après, le plus simple, je le mettrais quand même entre guillemets, parce que faut pas sous-estimer la complexité. Les architectes, les équipes, etc. Oui. Mais bon, c'est comme le cloud, hein, ils ont dû s'y mettre. Ah, Hervé, on vient d'avoir échec, WAF, formation et cloud. Je viens de remplir ma grille de bingo No Limit Sécu. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait ? On a sorti tous les mots-clés dans cet épisode. Ah, on a sorti tous les mots-clés, d'accord. Alors, si j'ai une architecture en microservices qui existe déjà, comment je fais pour passer en maillage de services ? Oui, alors si on prend un projet comme ICO, parce que c'est celui que je connais le mieux, si on installe ICO dans un cluster qui tourne déjà avec des microservices qui communiquent déjà ensemble, a priori ça va pas avoir d'impact. C'est-à-dire que par défaut, toutes les politiques de filtrage par défaut laissent tout passer, et il faut changer explicitement ces politiques pour commencer à avoir du filtrage. Donc ce que les gens font typiquement, en tout cas moi ce que j'ai vu, c'est qu'ils vont commencer par déployer un maillage de services, par exemple Istio, et ensuite ils vont voir les différents types de politiques qu'ils ont à leur disposition. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va avoir tout le trafic qui est chiffré, on va avoir le TLS mutuel entre les services, on va commencer à se demander, tiens, est-ce qu'on peut pas commencer à définir en fait quels services communiquent avec lesquels, et à implémenter des politiques basées sur ça. Après, on va se dire, tiens, cette partie d'identification avec des JSON Web Tokens que je faisais au niveau de mon application, est-ce que ça serait pas plus simple de la mettre au niveau justement d'Istio et ce genre de choses. Donc c'est quelque chose de assez progressif qu'on peut faire sans devoir du jour au lendemain commencer à changer tout et à avoir tout son trafic qui commence à ne plus marcher. Ok, ça me semble être une bonne conclusion. Hervé, tu voulais ajouter quelque chose ? Alors, pourquoi on parle des maillages de services dans No Limit Sécu ? Parce qu'ils sont voués, à terme, à intégrer la sécurité. C'est-à-dire que le chiffrement du transport comme l'authentification sera fait par ces services. Oui, alors effectivement, si on regarde le sondage annuel que la Cloud Native Computing Foundation fait, on voit qu'en 2019, il y avait environ 18% des organisations interrogées qui utilisaient une service mesh en production. Et en 2020, ce nombre passe à 27%. Donc on voit qu'il y a effectivement de plus en plus d'entreprises qui utilisent des maillages de services. Et donc, on peut effectivement voir que dans le futur, on va avoir de plus en plus de contrôle de sécurité, tout ce qui est ce qu'on a parlé, chiffrement, authentification, filtrage du trafic, qui à la place d'être sur des firewalls ou surtout à la place d'être dans du code, va se trouver justement au niveau d'une service mesh. Et c'est notamment ce qu'on a vu avec Istio, qui au début n'implémentait que certaines primitives et qui, au fur et à mesure, a rajouté des primitives qu'on a l'habitude de traiter au niveau applicatif, par exemple la validation des JSON Web Tokens, et ce genre de choses. Donc on peut effectivement s'attendre à de plus en plus à pouvoir sortir des mécanismes de sécurité de l'applicatif pour pouvoir les implémenter au niveau d'une service mesh. Et aussi de nos fameuses architectures 3 tiers qu'on a encore aujourd'hui.
Bon, eh bien, Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.